9 jours sans Pluribus, je commençais à trembler, je vais pas vous mentir. Pluribus épisode 6. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu les 6 premiers épisodes de Pluribus, quittez cette vidéo, allez tout regarder et revenez ici car on va spoiler dans 3, 2, 1... C'est parti. Juste pour répondre à quelques commentaires de la semaine dernière, c'est bel et bien un camion de l'épisode 2 que vous voyez là de Pluribus. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé cette image où vous voyez des cadavres qui sont mis dans ce camion qui a du lait affiché dessus. Je trouve que c'est un petit clin d'œil, un beau foreshadowing pour ce qu'on a eu comme révélation la semaine dernière et cette semaine. Il y avait aussi cette phrase dans l'épisode 1, vous savez, en Espagne par rapport au fait qu'ils préfèrent être végétariens, chose qui est réutilisée dans cet épisode aussi, donc bien joué aux gens qui l'ont remarqué, qui ont fait le lien, c'est que moi j'avais pas fait attention à ça, et pour ceux qui ont remarqué aussi, ça a été partagé sur les réseaux, mais c'est Patrick Fabian, donc Howard Hamlin de Better Call Saul, qui fait la voix au téléphone. Je trouve que c'est un easter egg assez sympathique. Pour parler maintenant, on va dire, de ce qui se passe dans cet épisode, c'est vrai que vous vouliez aussi que je parle un peu plus des couleurs, et il y a 2 couleurs qui sont majoritairement présentes dans Pluribus, c'est le jaune et le bleu. Et c'est un épisode qui est parfait pour ça, parce que c'est l'épisode qui a le plus de couleurs, c'est-à-dire de jaune et de bleu, en termes symboliques tout le long, et c'est vraiment parfait parce qu'en réalité, le bleu symbolise les autres. L'union, la synergie face au jaune de la solitude, un peu de la colère, de la rébellion, et surtout de Carol, mais des humains principalement, et on en parlera tout l'épisode car il y a quasiment que ça. Et ça joue évidemment sur le choc de l'événement. Carol est marquée à vie, t'as l'impression, parce qu'elle vient de voir, ce qu'elle vient de vivre, et ça devient pendant un petit moment une œuvre horrifique. Il y a une approche found footage stressante, comme vous savez, ces films d'horreur des années 90, 2000, Blair Witch et autres. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est elle-même une metteur en scène dans cette série. Elle se filme, elle fait de la mise en scène, elle cut, elle refait des phrases, des dialogues pour les envoyer et mieux manipuler, entre guillemets, les autres survivants. Donc c'est intéressant qu'elle devienne vraiment réalisatrice pendant quelques épisodes parce qu'à la base, c'est comme une créatrice, elle écrit des livres et là elle devient au fur et à mesure une réalisatrice pour motiver ou limite essayer de manipuler les autres. Et je trouve que c'est intéressant justement cette cassure, cette fracture qu'on a de manière générale par rapport à cette scène qui crée une véritable tension. Elle prend bien son temps en plus cette scène avant la révélation qu'on connaît tous, mais c'est bien de créer un petit doute tout de même et c'est terrifiant. Je pense que ça fait flipper ce côté cannibale. Évidemment, le design est inhumain avec la bouche ouverte, ça fait très très particulier. Et en termes de mise en scène, ça change tellement avec ce qu'on a l'habitude de voir dans la série que ça symbolise exactement ce que ressent le personnage de Carol. Elle est perdue, elle est choquée, et elle vit aujourd'hui dans un monde qui est devenu horrible et horrifique pour elle, d'où le fait d'avoir utilisé le found footage. Je pense que c'est une très bonne idée, et la transition de l'usine à sa porte d'entrée, je trouve qu'elle est géniale, car elle se dépêche de rentrer, mais surtout afin de partager sa trouvaille, mais avant elle ferme la porte à clé, parce que maintenant elle a vraiment peur, plus qu'avant, parce que s'il mange des humains, pourquoi pas elle? Pourquoi est-ce que ce serait pas la prochaine en réalité? Et même la caméra, elle essaie de retrouver sa stabilité, parce que dès qu'elle rentre dans la maison, la caméra va aller vers la gauche, et c'est un mouvement de caméra qui est assez rare quand même dans la série, parce que généralement, la série, c'est des plans fixes, et on va les retrouver après, les plans fixes, mais là, ça montre encore une fois le chaos un peu dans sa tête, la confusion, le désordre, et cette envie d'aller vite et de propager cette nouvelle comme la révélation ultime qu'elle vient de trouver, et la mise en scène joue vraiment sur ça. Je pense que c'est volontaire de mettre un peu de doute, de chaos dans ce qu'elle fait, et c'est représenté par ses mouvements de caméra et même le fait qu'elle soit filmée de haut. Ça crée un doute. Elle est surveillée, on le sait qu'elle est surveillée de façon, mais là il y a un truc un peu voyeuriste par rapport à la chose. Elle ne fait plus confiance à ses environs, encore plus maintenant parce qu'elle a peur, et surtout qu'elle a un doute sur le fait d'envoyer la cassette, parce que peut-être au fait ils examinent les cassettes, elle n'a pas eu de retour des autres, donc peut-être les cassettes n'ont jamais été envoyées, cassettes, DVD, peu importe, mais peut-être ça n'a jamais été envoyé, peut-être les autres n'ont rien reçu, donc elle se méfie encore plus, et ça la motive à aller littéralement en physique, aller voir Diabaté juste après. Mais c'est intéressant parce qu'elle se sent encore plus seule, et en même temps, vu qu'elle a déjoué le complot ultime, d'après elle, maintenant elle doit partager cette information à tout le monde. Donc elle est vraiment motivée par ça, mais elle doit le faire d'elle-même. Donc il y a un travail de mise en scène qui est vraiment génial par rapport à ça, et en même temps, je trouve qu'il y a un vrai travail qui est fait sur la manière dont elle joue la chose, comme si elle venait de découvrir la chose la plus grave et énormissime de l'œuvre, même sinon on savait très bien comment les autres allaient réagir, on en parlera juste après. Elle prépare ses valises pour vraiment en parler de manière présentielle. C'est intéressant le présentiel parce que les autres ont des zooms juste après, et c'est une mission importante pour elle, c'est vraiment la chose la plus importante qu'elle peut faire dans sa vie. Et en même temps, il y a un petit doute parce qu'elle part, elle revient, et tu dis qu'en fait elle n'a pas le courage. Peut-être maintenant elle va se faire attaquer par les autres, elle est vraiment devenue parano par rapport à ça. Mais non, en fait ce qu'elle fait c'est nettoyer sa maison.
parce que techniquement, elle a fait tomber ce produit qu'elle vient de découvrir et maintenant elle connaît son origine. Et c'est génial cette idée de être du point de vue de l'aspirateur. Bon, c'est très Breaking Bad, Better Call Saul, on est d'accord en termes de mise en scène, mais c'est le spectateur qui est englouti car c'est de la poudre humaine. Donc à la fois on est englouti par la mise en scène et en même temps elle nettoie des humains. Et je trouve que c'est génial comme idée, il y a plein d'idées comme ça tout le temps. Donc elle est en mode full paranoïa, elle stresse, elle pense avoir découvert la vérité ultime. Et l'autre côté, le mec se la joue Gatsby le magnifique, James Bond, mais tout est faux. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que rien ne va dans cette soirée en théorie à cause de ça. Je veux dire, le mec ne voit même pas ces gens interagir. Ils font juste du bruit pour le spectacle. Et lui-même est devenu un metteur en scène. Ici, ça qui est intéressant, c'est que Carole, elle est une réalisatrice quand elle fait ce fan footage et ses vidéos. Mais même là, ce mec, il organise une sorte de soirée à thème James Bond. Donc, il a donné des ordres, des règles. Donc, il fait son metteur en scène aussi. Et je trouve que c'est intéressant ce côté vraiment illusion qui est fausse. Parce que, en fait, les personnages n'ont aucun lien entre eux. Il y a même deux personnages qui vont flirter. Mais c'est faux, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, c'est la même entité en réalité. Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'il en fait des caisses pour rien, juste pour son plaisir personnel. Et ce plan séquence, encore une fois, il est là pour montrer l'opulence, la connexion, le mélange entre du bleu et du jaune que vous voyez constamment, parce que ce mec-là, il vit le fantasme ultime, quoi. C'est un fantasme qui est pris au premier degré, mais c'est une mascarade, c'est faux, et en même temps, c'est fascinant car il y a un regard méta sur le divertissement, sur le spectacle. Regardez ce que font tous ces gens-là en face de vous, juste pour divertir une personne. Vous devant votre télé, par exemple. Le mec vient de créer un échappatoire dont il est le héros, et la série prend ça au premier degré aussi. C'est dramatique, c'est filmé comme un James Bond avec de la tension, la même musique, les personnages qui en font des caisses, toutes ces choses-là. C'est la version un peu Sean Connery du personnage, mais c'est vraiment contre la mise en scène habituelle de la série aussi. Là, ça a repris les codes du fan footage au début pour le côté horrifique, et maintenant les codes de l'espionnage des films des années 60 avec Sean Connery. Et je trouve que c'est intéressant, et c'est encore plus une mascarade comme la série, parce qu'en fait la série elle est fausse aussi. C'est ça le côté méta qui est intéressant. Mais le mec, en fait, il joue avec du faux argent, parce que de une, l'argent n'existe plus dans ce monde, parce qu'il y a plus besoin d'argent, et ensuite, il y a ce fantasme pour lui de l'argent. Donc le fait de parier 5 millions, c'est fort, et en même temps, il a la meilleure main au poker. Il vit littéralement, Diabaté, ce personnage, le fantasme masculin ultime. Il est James Bond, il gagne au poker contre un antagoniste qui s'appelle d'ailleurs au générique Blowfinger. Donc vous comprenez la référence à James Bond, alors qu'il est entouré de plein de femmes, et en plus il y a une ref au fait qu'il soit potentiellement bisexuel, un peu comme Bond entre guillemets dans les derniers. Il y a un truc intéressant par rapport à ça, où le mec, c'est le fantasme masculin ultime. Des femmes, du sexe, de l'argent, du luxe, de l'espionnage, un antagoniste. On se reconnaît un peu en lui, au fait, en tant qu'homme. On se dit, putain, c'est vrai que c'est un peu stylé, tout ce qu'il fait là. Mais en même temps, en fait, ce fantasme, il a un prix. C'est le prix de l'oppression, de l'esclavagisme. Et c'est ça que je trouve fascinant de manière générale dans l'œuvre, c'est que tous les gens autour de lui, ils souffrent pas parce qu'ils sont pas programmés pour souffrir, mais les vrais riches qui font ça dans la vraie vie, en fait, ils oppressent et voilà, une sorte d'esclavagisme moderne juste pour leur petit plaisir personnel. Et pour devenir James Bond, il faut ou faire des films, le côté méta, ou littéralement être méga riche. Et moi, j'adore cette scène où le méchant, après avoir fait tomber son verre, va littéralement ramasser ce qui s'est cassé, parce qu'au fait, c'est un méchant, mais c'est aussi un mec qui a des défaillances. Parce que ça qui est intéressant, il va rater son jeu de rôle, donc il y a lui, Diabaté, qui va l'engueuler par rapport à ça, donc ça permet de comprendre que les autres peuvent être défaillants. C'est un truc qui est important parce qu'ils sont faillibles, et ça c'est essentiel pour la suite de l'histoire. Et en même temps, le fait de ramasser littéralement le truc qu'il a cassé, c'est le symbole de tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'il fait le clown pour ce mec, et ensuite, c'est lui qui doit ramasser les choses par terre pendant que lui va avec 5 meufs dans sa villa au 30e étage et tout. Donc il y a un décalage total et une sorte de mépris de classe, mais qui est accepté ici, parce qu'en fait, de toute façon, ils peuvent rien dire, c'est dans leur ADN. Et ça, c'est quand même une belle thématique qui a abordé ce décalage social par rapport aux gens qui bossent pour ces riches, ces milliardaires, et en même temps, ce fantasme qu'en fait, on aimerait tous vivre. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, le mec, c'est clairement un FDP dans ce qu'il fait, Diabaté. En même temps, ces gens-là, d'un point de vue de l'ADN, ils ne peuvent même pas souffrir par rapport à ça, parce qu'ils sont programmés pour ça. Et en même temps, on a envie d'être comme lui. Donc je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant. Mais on devrait pas être comme lui, parce que c'est pas bien ce qu'il fait, mais c'est quand même stylé. Donc c'est ça que je trouve vraiment fort dans la série, c'est qu'on n'a pas envie de vivre dans un monde sans personnes qui n'ont plus d'individualité, qui n'ont plus d'humanité, de vie. Et en même temps, c'est un petit peu tentant aussi. Et je trouve que c'est ça la grande force de l'œuvre, et j'aime beaucoup ça de manière générale, et ça c'est un
symbole qui revient en force dans cet épisode-là. Et j'aime beaucoup aussi le respect de la nudité, que je vais pas vous montrer parce que YouTube évidemment, mais il montre très peu la nudité, Gilligan, et en même temps, il joue sur l'opulence. Je veux dire, il y a quand même 4 meufs dans son bain ici, elles sont posées comme vous savez ces meufs dans les cartes à jouer des années 50 qui flirtent et qui font des pubs, il y a tout un truc de l'époque et tout, très sexiste évidemment la chose, mais bon voilà, entre guillemets peut-être on le ferait tous en tant que mec, c'est ça qui est intéressant aussi, et moi j'aime beaucoup parce qu'en fait il est ouvert à tout le monde, même la femme de ménage, il dit viens dans le bain, fais-toi kiffer, donc je pense que dans sa tête, il se sent aussi comme généreux. Il se dit, bah en fait, toi, t'es la ménagère, et viens dans le bain quand même, j'accepte tout le monde. Donc il y a un truc très bizarre par rapport à ça, du riche un peu sympa avec les gens qui l'exploitent. C'est fascinant, moi je trouve, comme série, parce que peut-être on se mettrait à sa place si on ferait la même chose. C'est ça aussi qui est vraiment fort. Et en même temps, bah, je trouve qu'il fait un vrai travail sur sa peur d'être seul. Parce que lorsque tout le monde s'en va, ça lui fait un peu du mal aussi. Et la quête d'une communauté, la quête contre la solitude, c'est une thématique primordiale de Pluribus que j'aime beaucoup. Et ça fait bizarre justement de voir Las Vegas aux couleurs bleues, encore une fois, parce que maintenant c'est les autres qui possèdent Las Vegas. Ça fait bizarre de voir cette ville vide. C'est à la fois, j'ai envie de vous dire, plaisant, reposant, mais aussi flippant. Et encore une fois, contraste, jaune-bleu, tout l'épisode. Carole, elle est face à l'opulence. Elle le voit. Il y a une distance entre ces deux mondes. Lui qui vit dans l'opulence, c'est un énorme manoir au 30e étage. Et Carole qui vit dans son petit quartier à Albuquerque. Donc il y a un truc où elle est limite mal à l'aise par rapport à ça, avec justement cette mise en scène, ces grandes focales où on voit ces grands plans et tout. Ce lieu très jaune et en même temps pas du tout utilisé. Je veux dire, il n'y a rien, il y a un véritable déséquilibre. C'est pas des endroits de vie, c'est juste des décors. Et Carole, elle est presque choquée par le contraste du monde dans lequel elle vit, elle, et ce mec-là. Elle trouve ça limite abusé. Elle est claustrophobique dans sa maison parce qu'en fait, elle trouve que ce qui se passe en extérieur est limite malsain. Et lui, il vit en intérieur, mais comme un roi, comme un chef. Il y a une vraie déconnexion, un décalage qui est intéressant. Mais dès la rencontre, tu sais, grâce à la mise en scène, grâce à ses réactions, grâce à son calme aussi, qu'il comprend. Il sait ce qui s'est passé, il n'y a rien qui le choque, il est au courant de ce qui se passe par rapport au cannibalisme. Mais c'est uniquement confirmé avec la mise en scène, avec ce plan que je trouve génial, c'est la télé évidemment qui sort du meuble parce que pourquoi pas, ça montre encore une fois cette opulence, mais surtout qu'elle est d'un côté de la télé et lui de l'autre. Ça symbolise qu'il sait déjà. Et ça, t'étais sûr à ce moment-là qu'en fait, oui, il comprend, il sait pourquoi elle est là, ça l'étonne pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que par la mise en scène, il raconte énormément de choses. Et l'apparition de John Cena, moi je la trouve parfaite parce que, encore une fois, John Cena, je pense que c'est un peu le fantasme masculin. Le mec est trop cool, c'est un catcheur, c'est un acteur, il est grand, il est musclé, il a des cheveux. Je fais cette blague parce que John Cena, il a fait une greffe de cheveux récemment encore. Bref, en fait, c'est un mec qui est, voilà, le fantasme masculin. On a tous envie, entre guillemets, d'être John Cena, ou d'être son pote, entre guillemets, au moins d'être son pote. Et il explique qu'ils sont plus, du coup, véganes, ils sont au-delà du véganisme. En fait, ils peuvent pas consommer quoi que ce soit de vivant. Ils appellent le windfall, donc ces pommes qui tombent, c'est du windfall, donc ils peuvent les ramasser, mais ils peuvent pas faire de mal à n'importe quel organisme vivant. Et ça, c'est assez intéressant, mais du coup, ça veut dire que leur perte est inévitable, parce qu'il n'y a pas assez de calories dans le monde, juste avec ce système-là, pour nourrir toute cette population. Et j'aime beaucoup parce que la semaine dernière, j'avais vraiment dit que l'explication allait être normale et relaxe. Et c'est ce qu'on a eu ici. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'à la fin du speech de John Cena, et je pense que c'était intéressant de choisir John Cena comme acteur aussi, parce qu'il est très réconfortant. C'est un mec qui fait plaisir, il a l'air grave chill, il a une persona de mec vraiment cool, et tu peux lui faire confiance automatiquement. C'est l'impression que t'as. Et c'est limite compréhensible à la fin. En fait, t'as envie d'y croire, quoi. T'as envie de leur dire, en fait, ça va, je comprends. C'était tellement bien expliqué que je peux mettre de côté le truc un peu anthropologique et me dire, ok, pour moi en tant qu'humain, c'est pas normal, mais pour vous, c'est peut-être pas si choquant que ça. Ils ont une phrase en plus sur le fait que certaines communautés dans l'histoire du monde ont mangé leur mort après, évidemment, qu'ils soient décédés. Donc il y a quand même un truc où t'as envie de les croire. Et en plus, c'est pas des humains en soi. Enfin, c'est tellement bizarre parce que c'est des gens qui meurent à cause de plein de raisons différentes. Mais là, c'est intéressant parce que du coup, ils vont mourir à cause des règles génétiques des autres. Donc, est-ce qu'ils sont pas réellement coupables par leur génétique, par leur manière d'exister, du fait de laisser les autres mourir? Ça, c'est une vraie question que j'ai envie de poser, qui est, bon, philosophique, je pense, de ce point de vue-là. Mais à la fin, vraiment, de ce speech de John Cena, t'es pas choqué. Tu comprends, t'as envie de l'accepter, limite. Et c'est ça qui est fort. C'est qu'en fait, ils ont normalisé un truc assez rapidement avec une vidéo de 5 minutes, même pas 5 minutes, et tu dis, bon, à la limite, je comprends, je peux rien y faire, de toute façon, ils vont mourir dans des accidents, la vieillesse, les maladies et tout, ils vont y passer. Qu'est-ce que je peux faire? Rien, autant qu'ils se nourrissent. Et c'est un peu compréhensible. Honnêtement, ça m'a un peu fait chier parce que, on est contre ça tous, évidemment, mais à la limite, on comprend. Et c'est ça la force de la série aussi. Il y a d'ailleurs cette phrase, justement, où ils ont contré
le végétarianisme, vous savez, en Espagne, parce qu'ils préfèrent être végétariens, et c'est cool qu'ils aient parlé de ça. Mais moi, ce que j'adore dans ce moment-là, c'est qu'en fait, le débat change complètement. Maintenant, c'est accepté que, bah voilà, ils mangent des humains, on l'a tous compris, on s'est dit, ok, bah limite, why not, limite, hein. Mais là, ce qui devient important et crucial, et pour Carole aussi, car elle est passée à autre chose par rapport aux humains assez rapidement, c'est sa solitude. En fait, elle apprend qu'ils ont des zooms 2 fois par semaine, et c'est devenu une histoire sur donc la communauté des survivants. Et la solitude donc de Carole, qui elle est seule, triste, isolée, et elle dit même qu'elle pourrait aider. Elle aimerait être conviée à ces zooms juste pour participer à un truc, en fait. Et elle dit même qu'elle pourrait aider parce qu'elle est scénariste, elle est auteure. Mais elle déteste écrire, elle déteste ses bouquins. Mais en fait, elle est tellement seule qu'elle est prête à mettre en avant ses compétences d'auteur, de créatrice, d'univers, de monde, juste pour avoir une communauté. Et c'est aussi pour ça peut-être qu'elle aimait du coup Hélène, c'est qu'avec Hélène, elles avaient une bonne vie, parce qu'elle se forçait à écrire des livres de merde qu'elle aime pas, mais en échange, elle était heureuse avec Hélène. Et ça, c'est un regret qu'elle a, c'est qu'elle a jamais peut-être su lui montrer comme il faut à Hélène qu'elle était heureuse avec elle. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant et génial. Elle est prête à vraiment faire le truc qui l'énerve le plus, juste pour un moment de communauté, 2 fois par semaine, via Zoom, quoi. C'est déshumanisant. Mais en fait, elle est tellement seule, elle est tellement triste que c'est ce qu'elle veut et elle est prête à faire ça. Et moi, c'est un truc que j'adore par rapport à ce personnage-là, c'est qu'elle veut juste une communauté. Et je trouve que malheureusement, comme elle le sait aussi, c'est son comportement qui lui fait faille, comme avec Hélène à l'époque, comme dans toute sa vie, c'est son comportement qu'elle a raison d'avoir d'un certain point de vue parce qu'il a raison de se méfier des autres, mais c'est aussi ça qui lui fait faille et qui la rejette de toute autre communauté. Et je trouve que c'est fascinant. Et de l'autre côté, moi, ce que j'ai adoré, c'est que ce mec-là, Diabaté, il parle comme les autres un petit peu. C'est-à-dire qu'il fait tout pour le bien de la communauté. Il y a un côté un peu utilitariste au truc. C'est-à-dire que bon, la communauté a voté, les Zooms, ils ont fait leur vote, voilà, elle n'est pas conviée à ces réunions. Donc lui fait la bonne chose pour la communauté. Il se rebelle pas. Lui, il est dans le système, il se dit ok, voilà, la communauté a décidé, moi je peux rien faire. Il dit même que le vote n'était pas unanime. Donc il sous-entend que peut-être il n'a pas voté contre elle, même si bon, on estime qu'il a peut-être voté contre elle. Mais c'est intéressant parce que justement maintenant, il parle comme les autres. C'est-à-dire que les autres, le but de leur existence, c'est de faire fonctionner la communauté des autres. Et là, lui aussi, il est prêt à faire des sacrifices, donc exclure Carole, pour littéralement donc créer une communauté qui fonctionne. Et donc lui se déshumanise en étant sage, en étant dans le système, le status quo. Et elle, fatalement, elle s'humanise en étant contre ça parce qu'elle cherche en fait, voilà, les choses les plus humaines dans l'humanité. Et je trouve que c'est un parallèle qui est hyper intéressant par rapport à l'IA aussi. J'en ai parlé il y a pas longtemps sur les réseaux, mais en gros, l'IA fait que nous, on devient plus robotique parce qu'on s'inspire trop de l'IA. Là où l'IA devient plus humaine, fatalement, c'est un truc hyper intéressant. Et là, on ressent un petit peu, je trouve. Et j'aime beaucoup parce qu'on la voit triste, parce qu'elle est seule dans ce décor où le mec, il a une photo de lui-même. Il est égocentré à mort, c'est catastrophique. Mais on commence vraiment à l'adorer, à l'apprécier, et on déteste pas les autres non plus. Genre Diabaté, bon, c'est un peu un mec qui utilise voilà, tout ce qu'il a pour son bien personnel, mais il est pas méchant parce qu'on se reconnaît un petit peu en lui et tout ce qu'il fait c'est de manière sincère, honnête, il a jamais rien fait sans le consentement des autres, donc il y a un truc vraiment particulier d'oppression mais en même temps peut-être on serait comme lui. Et il y a cette phrase où il essaie de convaincre du coup les autres, j'imagine, vu qu'il dit au téléphone mes amours, de reparler à Carole. Je pense que c'est ça qui se passe, je pense pas qu'il parle à la communauté et aux autres survivants, je pense qu'il parle vraiment aux autres en disant écoutez, elle est triste, est-ce que vous pouvez lui reparler quoi. Et je trouve que ça c'est touchant parce que tu vois qu'il y a une sorte d'humanité en lui. Et je pense pas qu'il fait ça juste pour se débarrasser d'elle, hein. Je pense que c'est pas du tout ça, je pense vraiment qu'il a un truc où il le dit, elle est seule, est-ce qu'on peut faire un truc. Et ça je trouve qu'il y a un petit truc d'humanité en lui que j'aime bien et ça fait que la série est pas du tout manichéenne. Et encore une fois, le jaune à l'intérieur, le bleu à l'extérieur, parce que le jaune c'est la maison, c'est humain. L'extérieur Vegas c'est plus bleu forcément parce que ça appartient entre guillemets aux autres. Donc je trouve ça vraiment fascinant. Un truc hyper intéressant aussi, c'est le fait qu'elle se soit endormie avec du vin. On comprend qu'elle est alcoolique, à chaque fois elle hésite de boire ou pas. Et souvent elle succombe à l'alcool malheureusement. Et j'adore aussi le fait qu'elle comprenne qu'elle ne soit pas bienvenue. C'est-à-dire qu'au début elle voulait parler avec ce mec, rester plus longtemps, mais clairement, le mec a pas envie. Donc c'est hyper intéressant par rapport à ça. Parce qu'elle regarde la réaction de Diabaté. Ensuite, elle se dit non, c'est une blague. En fait, je vais partir. Mais elle voulait pas partir. Tu vois qu'elle est un peu déçue quand elle voit ses réactions. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que vraiment, elle voulait créer un contact humain. Mais elle se fait constamment rejeter. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que ça le choque pas. C'est ça le truc. C'est un monde qui est normal pour lui aujourd'hui. Et en même temps, elle est un petit peu choquée qu'il réagisse comme ça.
Donc malheureusement elle est dans un monde où elle n'a pas vraiment d'alliés, c'est ça qu'elle comprend dans cet épisode-là, et c'est triste. Sauf la piste du mec au Paraguay, on en parle dans quelques secondes, mais un truc que j'aime beaucoup c'est la révélation. En fait c'est impossible d'être converti, il faut le consentement pour être converti, donc ça change totalement la menace. Maintenant c'est quoi la menace? Juste ce monde un peu chiant, fatalement? C'est quoi, au fait, le vrai souci de cet univers? Parce que si, littéralement, tu veux pas être converti, bon, bah, tu vas faire ta vie et puis basta. Mais elle, évidemment, elle veut être contre ça, elle veut changer de nouveau les humains comme ils étaient avant. Et j'adore que pour la première fois, un contre-jour ait un sens. Alors oui, c'est un peu moche en théorie, mais l'objectif est qu'on regarde Vegas vide, qui est utilisé juste après. Et encore une fois, je pense qu'ils sont pas contents, en tout cas c'est ce qu'ils disent, hein, de devoir demander le consentement. Donc ça c'est fort parce qu'au fait, c'est des créatures parfaites entre guillemets, les autres, mais en même temps, bah, ils ont des frustrations. Ça les énerve de devoir demander le consentement parce qu'ils n'ont pas demandé le consentement aux autres. Ils ont juste pris et puis basta. C'est ça qui est intéressant. Donc j'aimerais bien savoir comment vivent ces autres, ces frustrations, ces petites névroses qu'ils ont aussi, que je trouve intéressantes. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est comment est-ce qu'ils savent que c'est Carole qui prend le téléphone. C'est le téléphone quand même dans l'appartement de Diabaté et c'est l'enregistrement qui est diffusé. Donc forcément, ça veut dire qu'en fait, ils surveillent littéralement Carole et je trouve ça fascinant et flippant à la fois. Et en même temps, bah, y a un truc qui est fort, c'est que oui, ils écoutent, oui, ils surveillent. Et en même temps, bah, y a une scène qui est à la fois un peu belle et flippante. C'est-à-dire que oui, ils sont à l'écoute de Carole. Littéralement, ils vont respecter son consentement. Mais ça fait peur parce qu'en fait, la ville est vide et littéralement, la ville bouge pour elle. Donc il y a un truc qui est un peu malsain, qui cloche, que j'aime beaucoup. Il y a toute cette phase avec les Lamborghini. Pourquoi t'en as 7 en fait? Une pour chaque jour, on a compris. Mais c'est juste de l'ego, ça sert à rien, t'as personne à impressionner, le kiff personnel il sert pas à grand chose. On a compris que ce mec là il vivait dans l'opulence parce qu'il peut, en fait, tout simplement. Il y a deux visions de la chose, elle est dans une voiture cabossée de police, c'est complètement différent et c'est ça qui est fort aussi dans l'œuvre. Bon voilà, c'est comme ça, hein, c'est un peu la critique de l'être humain qui en veut tant pour rien, parce qu'il y a vraiment personne à impressionner, c'est juste pour son kiff personnel. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que Diabaté dit « Le monde fait du mieux qu'il peut ». Et ça résonne évidemment avec le vrai monde, et je trouve ça aussi fascinant. C'est pour ça que l'épisode est vraiment bien, parce qu'il se finit sur le flashback avec le mec au Paraguay, qui vit un peu d'espoir avec cette potentielle radio qu'il écoute, où il se dit « Ah, là, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose ». Et il y a un côté presque aussi grève de la faim, parce que c'est un homme qui s'oppose au système, qui refuse littéralement de manger de la bonne nourriture, parce qu'il est enfermé ici, entre guillemets. Et en même temps, bah, ça montre qu'il est comme Carole. Ils sont tous les deux un peu claustro dans leur maison, entre guillemets, parce que lui, c'est pas sa maison ici, mais son travail. Et Carole, qui elle, est dans sa maison, qui refuse quasiment tout le temps de partir. Et c'est le seul que Carole a réussi à inspirer. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est qu'on voit sa réaction et on voit qu'il y a un truc qui vient de switcher dans sa tête. Et je trouve que c'est tellement important de voir ça, parce qu'il décide de quitter cette paranoïa, ce monde, et de le redécouvrir, évidemment. Mais c'est fort, parce qu'en fait, il avait raison d'être parano. Il suffit de se balader un peu dans la rue et les lumières s'allument. Il est surveillé, il est écouté, et il le sait, et ça confirme ses craintes de ce complot, de ces gens qui le regardent. Il a peur d'avoir des inconnus à la maison, et j'adore ce plan, car justement, il crée le doute. Potentiellement, les autres pourraient intervenir ici. Il laisse tellement d'espace à ce plan qu'en fait, il pourrait venir de n'importe où, et ça crée un doute. En fait, limite, il fallait que ce plan dure plus longtemps pour nous mettre encore plus mal à l'aise. Mais bon, c'est une série, ça va vite, c'est comme ça. Mais j'adore l'humanité en lui, c'est-à-dire que c'est sa première bouffe humaine, mais qui vient d'un frigo bleu. C'est pas pour rien. Encore une fois, est-ce que c'est les autres qui ont rempli son frigo? Parce que j'imagine que c'est la nourriture qui est comme assez fraîche, ça fait 9 jours qu'il est à son travail. Bon, 9 jours, la bouffe en général, elle survit pas tout le temps. Ça dépend de la nourriture évidemment, mais c'est intéressant que les autres aient rempli son frigo. Moi je le vois comme ça, surtout avec la lumière très bleue quand même de ce frigo. Et forcément, bah, ça crée une forme d'inquiétude aussi. Mais j'adore le côté thriller évidemment, parce qu'il joue sur ça avec la mise en scène. Il y a cette ombre de lui qui est là comme s'il était encore une fois surveillé évidemment. Il pense encore une fois qu'il y a des inconnus peut-être chez lui, et il y a un truc qui l'inquiète lui et le spectateur aussi. Et ça j'aime beaucoup. Et on voit bien qu'il part de manière définitive de chez lui, car il est allé fouiller, vous savez, dans ces endroits qu'on fouille uniquement en cas d'urgence ou lorsqu'on veut vraiment quitter son appartement ou sa maison. Donc vraiment il prépare un road trip comme Carole, c'est ça que j'aime beaucoup, dans une voiture jaune. Voilà, l'humanité du truc, je trouve ça très rigolo. Mais ça joue sur la paranoïa. La voiture, est-ce qu'elle a été sabotée? Est-ce que c'est juste sa vieille voiture qui marche plus? Donc en fait c'est ça qui est bien, c'est que ça joue vraiment le truc thriller à mort, où le mec il pense que chaque truc qui déconne, il est surveillé, ça peut mal se passer, il peut vraiment mourir en un truc comme ça, parce qu'il sait pas vraiment ce qui se passe lui à ce moment là. Donc c'est ça qui est fort. Et en même temps, moi il y a un truc que j'adore, c'est l'apparition de sa mère. Donc c'est sa mère biologique, on imagine. Et les autres ils sont horribles parce qu'en fait ils savent très bien du coup qu'ils s'entendent mal avec sa mère. Pourquoi est-ce qu'ils auraient choisi sa mère si sa mère était mauvaise avec lui? Parce que dans leur tête à eux, ils ont cet instinct vraiment simple d'humain, parce qu'ils comprennent pas les humains, en fait, ils ont pas d'intelligence émotionnelle, où ils disent au fait la mère va forcément le convaincre.
Mais fatalement, si on fait confiance à ce personnage-là, en fait, sa mère était mauvaise. Donc, ils comprennent pas les humains. Et ça montre encore une fois leur faille. Ils sont pas du tout humains parce qu'ils sont complètement déconnectés de ce que les humains aiment ou pas. Donc, il y a un décalage total. Mais c'est ce genre de petits détails que moi, j'aime beaucoup. Et j'adore cette série grâce à ça. Et ça donne grave envie de voir la suite. Donc, j'ai encore une fois adoré le Pluribus épisode 6. Moi, je trouve que c'est fabuleux. C'est profond, c'est fort. Ça parle de sujets sérieux. Les personnages sont incroyables. La mise en scène est folle. C'est génial. Donc regardez Pluribus et dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur toutes les plateformes, Spotify, Instagram, TikTok et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.